Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce 5e cours. Le temps passe vite. 5e leçon sur ces séquences enhancers. La semaine passée, nous nous sommes arrêtés sur, vous vous en souvenez, sur les différentes façons dont les enhancers peuvent s'organiser autour de locus génétiques importants pour le développement. Donc on a quitté l'organisation interne des enhancers, la façon dont les petites séquences de liaison étaient organisées, pour passer au niveau supérieur, c'est-à-dire comment les différents enhancers étaient organisés au sein d'un locus. Et je vous avais dit qu'il y avait en fait certains schémas qui se répètent, il n'y a pas de solution infinie, on retombe toujours un peu sur les mêmes types d'organisation. Et je vous en avais présenté 4, il y en a probablement plus, peut-être ces différentes classes peuvent être regroupées, peu importe, mais je vous avais parlé des holo-enhancers, l'idée de base étant que ce sont des organisations dont l'organisation finale va au-dessus de l'addition des différents enhancers. J'avais pris le locus FGF8 comme exemple. Vous vous souvenez, il y avait une collection de séquences de régulation pour fabriquer les bourgeons des membres. Et puis on a vu qu'en fait, quand on regardait les potentialités de tous ces enhancers et qu'on additionnait le tout, ça ne correspondait pas exactement au résultat final qu'on a dans l'expression du gène. Donc le paysage de régulation en lui-même dégage quelque chose qui est un peu différent de l'addition des éléments de régulation. On a parlé des super enhancers, encore une fois, une appellation qui est appréciée différemment selon les collègues, mais illustrant en fait l'idée que parfois on trouve des concentrations d'enhancers sur une distance très courte, et il semble que ces situations sont représentées dans les cas de figure où on a besoin d'une activation très forte, parfois rapide, notamment dans des cas de gènes, je vous l'avais expliqué, qui sont responsables du maintien de l'aspect non différencié dans les cellules ES, mais aussi dans des situations de différenciation terminale où, à la fin du parcours, on a besoin de produire beaucoup d'une protéine particulière. Et je vous avais présenté le système des globines, la régulation des alpha et des bêta. Ce que je vous ai montré, ça concerne la régulation des chaînes de l'alpha-globine, qui est vraiment un système qui, historiquement, a été extrêmement important. Alors, j'aimerais revenir quelques minutes sur ce que je vous disais à la fin de la leçon précédente, sur cette régulation des chaînes de l'alpha-globine, parce que le tableau que je vous avais montré est un tableau très intéressant, mais il est compliqué à comprendre, en fait. Il est présenté d'une façon qui n'est pas totalement intuitive, et donc je voulais revenir pour vraiment être sûr que le point principal lié à ce tableau était compris, et puis pour vous dire deux choses additionnelles qui concernent cette histoire de la régulation des globines qui a été tellement informative depuis une quarantaine d'années. Souvenez-vous d'ailleurs que la découverte des enhancers par Walter Schaffner en 1983, je vous en ai parlé à la première leçon, a été faite grâce à une globine de lapin, déjà à l'époque, parce que c'était un des premiers gènes qui était cloné, disponible. Donc on voit que ça remonte vraiment au tout début de cette histoire des enhancers. Ce tableau, donc voilà, je vous rappelle ici la structure relativement classique pour un super enhancer, encore une fois, ces auteurs n'appellent pas forcément cela un super enhancer, mais vous avez ici les gènes, avec la globine alpha 1, la globine alpha, peu importe, les gènes qui fabriquent cette chaîne de la globine. Et puis en amont, à proximité, vous avez ces 5 pics, là on a une vue en attaque sec, donc c'est des endroits où la chromatine est ouverte, où elle fonctionne, où il y a des facteurs qui sont liés. Et vous voyez que ces pics, R1, R2, R3, RM, R4, pourquoi RM, R4 ? Là, on est vraiment dans du jargon, mais je pense que c'est bien que vous
réalisiez que probablement Rm a été isolé après R1, R2, R3, R4. Comme c'était entre 3 et 4, on ne savait pas comment l'appeler, on ne pouvait pas l'appeler 3,5, donc on l'a appelé Rm. Voilà, ça c'est vraiment typique de ce genre d'approche. Et donc ces auteurs décident d'essayer de comprendre au sein de ce super-enhancer quels sont les rôles respectifs de R1, donc du premier enhancer, de R2, de R3, de Rm, de Rm, de R4. Et ils font ça de deux façons différentes. La première façon, très classique dans l'approche génétique des gènes, de la régulation, on enlève. Donc on a une observation par absence, c'est-à-dire on enlève une fonction, on regarde ce que ça donne. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont enlever par du CRISPR, enlever cette séquence, enlever cette-ci, enlever celle-là. Et quand ils font ça, ils ont la première partie du tableau ici, que vous voyez sous A, et ces différents carrés représentent le pourcentage qui reste d'expression lorsque vous enlevez la séquence. Donc vous voyez, quand vous enlevez la première séquence, vous avez 40% de réduction. Donc il vous reste 60% de l'expression. Hein, voilà. Quand vous enlevez la seconde, etc. Quand vous enlevez ces deux séquences-là, soit R3, soit Rm, ça n'a aucun effet. Et quand vous enlevez R4, ici, vous voyez qu'il vous reste 90% de l'activité. Donc on a deux types de séquences. Les deux premiers enhancers semblent vraiment faire le travail. Et d'ailleurs, quand les deux premiers sont enlevés, vous voyez qu'on a 90% de l'expression qui tombe, donc il ne reste que 10%. Donc la conclusion de cette partie, c'est que sur ces 5 éléments enhancers, en fait, il y en a deux qui sont vraiment des enhancers, R1, R2. Ceux-là sont absolument indispensables. Et puis, les trois autres, là, on ne sait pas vraiment à quoi ils servent. Ils n'ont pas l'air de participer de façon robuste à l'expression de la bêta-globine. La deuxième approche, c'est de faire l'inverse, c'est-à-dire de se poser la question, quelle est la fonction de chacune de ces séquences en absence de toutes les autres. Donc là, on est dans un schéma expérimental qui est un peu différent. Ce n'est pas une approche complémentaire, ce n'est pas une approche opposée, c'est une approche complémentaire. Donc ce qui va être fait ici, c'est de tout enlever et de ne laisser ou de rajouter que R1, que R2. Donc on va regarder ici le potentiel de chacune de ces séquences en absence des autres séquences. Alors qu'en haut, on regarde l'effet quand on enlève une séquence en présence des autres séquences. D'accord ? Donc c'est une nuance qui est vraiment importante. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est que lorsque l'on enlève, lorsque l'on rajoute que la première séquence, ici, les deux premières, vous avez 40% d'expression qui est restaurée. Mais quand on enlève ces deux séquences dans la première partie, on a 90% qui disparaît. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui est difficile à expliquer. Quand vous enlevez les deux premières séquences en présence des trois, on enlève 90% de l'activité. Quand on rajoute les deux premières séquences en absence des trois, on a 40% de l'activité. Et c'est une expérience que j'aime beaucoup, en fait, parce que dans la plupart des cas, dans la plupart des publications des laboratoires, eh bien, on se serait arrêté à la partie du haut. On aurait dit, ben voilà, les trois séquences à droite ne servent à rien, les deux premières font 90% du boulot. Sauf que la conclusion de cette expérience, c'est que pour que ces deux séquences, les deux premières séquences fonctionnent correctement, on a besoin des trois séquences à côté. Vous voyez que quand vous en rajoutez une, vous augmentez
75, quand vous rajoutez celle-ci, quand vous en rajoutez 2, vous augmentez à 90%. D'accord? Donc ce tableau, il est difficile. Il est, quand on réfléchit à comment présenter ces résultats, c'est compliqué. Et ce tableau reflète le fait que c'est difficile à présenter. Mais ce qui veut dire, c'est qu'il y a des séquences dans cet enhancer, dans ce groupe d'enhancers, qui en elles-mêmes n'ont aucune activité, ne sont pas capables de faire quelque chose, mais sont nécessaires, sont obligatoires, indispensables au bon fonctionnement des séquences voisines. Ça m'amène au point suivant, au premier des 2 points que je voulais rajouter, et qui là encore, nous fait retourner à la définition des enhancers que je vous proposais à la première leçon, parce qu'une des caractéristiques qui définit la séquence enhancer, c'est le fait que cette séquence fonctionne dans les 2 orientations. On peut, si vous avez un gène reporter, on peut cloner une séquence enhancer comme ça, ou on peut la cloner comme ça. Le résultat sera le même. Et en fait, maintenant qu'on a passé tellement de temps à regarder comment ces enhancers fonctionnent, on peut comprendre que ce n'est pas surprenant. Toutes ces grosses machineries moléculaires qui arrivent, qu'elles arrivent comme ça, qu'elles arrivent comme ça, le principal, c'est qu'elles soient là. D'accord ? Et puis, si on réfléchit à une séquence enhancer qui se trouve à 1 mégabase très très loin, la notion d'orientation ne fait plus aucun sens. On réfléchit à une pelote de laine, parfois vous allez être comme ça, parfois vous allez être comme ça, peu importe, elle va arriver comme ça, n'est-ce pas? Et donc la question que se posent ces auteurs, c'est quid de ce super enhancer qui est quand même assez proche de ces gènes cibles? Si ces séquences-là n'ont pas d'effet en elles-mêmes, mais sont nécessaires au fonctionnement de ces 2 séquences-là, est-ce que ça veut dire qu'il y a une structure particulière qui fait qu'on ne pourrait pas l'inverser? Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que ça fonctionne si j'inverse cette séquence? Non pas les séquences enhancer, mais l'intégralité de ce super enhancer. Et donc ils vont faire une inversion, ce qui est relativement simple d'un point de vue expérimental, encore une fois en utilisant le système CRISPR. Et en faisant cette inversion, ils s'aperçoivent, alors vous voyez ici les gènes cibles, ici c'est 5 séquences, et ils vont inverser ces séquences, hop, et ils s'aperçoivent en fait qu'il y a une très grande diminution du nombre d'ARN codé par la globine, donc il y a une très très grande diminution de la régulation du gène de la globine. Par contre, vous voyez une très très grosse augmentation de la transcription du gène qui est de l'autre côté, qui normalement n'est pas transcrit. Alors, méfiez-vous, parce qu'on voit ici 1200% d'expression. Ça ne veut rien dire, en fait, puisque c'est un gène qui n'est pratiquement pas exprimé, une toute petite surexpression va apparaître comme un très gros pourcentage. Mais le fait est que lorsqu'on inverse cette configuration, eh bien, elle va partir sur la gauche, elle va réguler sur la gauche ce que normalement elle doit réguler sur la droite. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas inverser ce super enhancer. Les auteurs se disent peut-être que c'est parce que dans notre inversion, on a inclus ces sites CTCF. Vous vous souvenez, on a beaucoup parlé du fait que les sites CTCF formaient les boucles, etc. Donc, ils vont enlever ces sites CTCF, ça ne change rien, en fait. Et la conclusion qu'ils proposent, c'est que, effectivement, dans ce cas particulier, dans le cas d'une organisation en super enhancer, eh bien, il y a une topologie qui fait qu'on ne peut pas inverser cette séquence. La question qui, à mon avis, serait vraiment intéressante à poser dans ce système, mais qui n'a pas été faite, c'est de dire, voilà, si on prenait ce super enhancer et qu'on allait le mettre 1 mégabase en amont, très très loin, est-ce qu'il fonctionnerait? Et dans le cas où cet enhancer fonctionnerait dans ces conditions,
que se passerait-il si on l'inversait? C'est-à-dire, est-ce que c'est dû au fait que cet enhancer est très très proche des gènes cibles, ou bien est-ce que vraiment cette impossibilité d'inversion, c'est quelque chose qui est ontologique à ce groupe de séquences? Voilà. La deuxième remarque que je voulais faire sur la globine, alors c'est une remarque beaucoup plus générale qui va introduire un tout petit peu ce que je vais raconter la semaine prochaine. Et c'est évidemment ce qu'on appelle aujourd'hui en fait un champ qui est en pleine explosion, qu'on appelle des enhanceropathies, c'est-à-dire tous les problèmes syndromiques que l'on peut observer qui ne sont pas dus à des problèmes géniques, à des problèmes de mutation dans les gènes, mais à des problèmes de mutation dans les régulations. Et là encore, la globine l'étude de la globine a été vraiment pionnière dans ce domaine, puisque, comme vous le savez sans doute, les mutations dans ce système des globines sont à la source des thalassémies, qui thalassent la mère, parce que c'est une très grande concentration de ces mutations ont été initialement caractérisées autour de la Méditerranée. Alpha-thalassémie, donc les mutations qui touchent le groupe de gènes des alpha-globines, et les bêta-thalassémies qui touchent le groupe de gènes des bêta-globines. Les alpha-thalassémies, donc les thalassémies qui touchent le locus que je vous ai présenté, sont assez rares. En fait, on en trouve en Afrique, en Arabie Saoudite, en Inde. Il y a là, bien sûr, différents allèles qui peuvent être touchés de façon différente. Et si par malheur, on accumule les mutations sur les 4 allèles, je vous rappelle que l'hémoglobine, c'est 2 chaînes alpha, 2 chaînes bêta, eh bien, c'est létal. Les bêta-thalassémies, c'est généralement létal. Les bêta-thalassémies, alors là, on a une accumulation de mutations qui ont été décrites. Il y a à peu près 60 000 naissances chaque année, c'est quand même très important. Ça provoque bien sûr des anémies, des splénomégalies, donc la rate essaie de compenser, donc on a une rate qui augmente, il y a aussi quelques malformations qui peuvent être produites. Et la raison pour laquelle ces thalassémies ont été tellement étudiées aussi d'un point de vue évolutif, c'est que, comme vous le savez sans doute, la prévalence de ces thalassémies est augmentée dans les régions où l'on a un taux élevé de paludisme, pour une raison assez simple finalement, c'est que les crises de paludisme entraînent une lyse très sévère des globules rouges. Et quand vous êtes dans une situation de polyglobulie, donc quand vous êtes d'un autre côté, vous essayez de produire plus de globules rouges parce que vous êtes anémique à cause des thalassémies, mais il se trouve qu'on résiste plus aux crises de paludisme. Et donc on a cette sorte d'évolution, de coévolution, où on trouve une prévalence plus élevée de ces thalassémies dans les endroits où il y a de la malaria. Ces mutations, alors elles sont intéressantes parce qu'elles touchent vraiment toutes les étapes de la production, de la maturation de ces globines. Je vous ai mis en bas, ça peut être dans la régulation, ça peut être dans le processing des RNA, un problème d'épissage, de mutation dans le système d'épissage. Ça peut être évidemment une mutation ponctuelle dans un gène qui va arrêter la protéine, une mutation non-sens, très classique, un SNP, une seule nucléotide, une seule modification. Ça peut être dans la traduction de la protéine, ça peut être dans l'assemblage des protéines. Vraiment, on trouve de tout. Le résultat, c'est que le transport d'oxygène se fait de façon moins efficace ou pas du tout, et donc une anémie et une production, mobilisation de PO, etc., pour essayer de compenser. Alors parmi ces mutations, il y a bien sûr des pertes de fonction, mais il y a aussi des délétions. Parce que imaginez que si vous faites un changement d'une base dans une partie codante d'un gène, ça peut conduire à quelque chose de totalement drastique, l'arrêt de la protéine. Si vous faites une mutation d'une paire de bases dans une séquence enhancer, ce n'est pas absolument évident que ça va avoir un effet drastique. Encore que, on a vu et on reverra pour ce fameux enhancer de Sonic Hedgehog, cette ZRS, vous vous souvenez que
des mutations ponctuelles, une base, peuvent vous donner des polydactylies. On en discutera un tout petit peu la semaine prochaine. Mais en règle générale, quand vous avez un enhancer qui fait 200, 300, 400, 500 paires de bases, avec tous ces éléments, on a vu ça dans les semaines précédentes, on peut estimer que s'il y a une petite mutation d'une paire de bases, ça ne va pas souvent porter à conséquence. Par contre, les délétions. Quand vous avez des délétions, des morceaux d'ADN qui s'en vont par recombinaison, etc., et qu'ils emportent un enhancer, là, évidemment, ça peut avoir des conséquences. Et je vous montre ici une carte partielle, mais une carte partielle des délétions qui touchent le locus de l'alpha-globine, donc ce locus qu'on a discuté. Vous voyez en bas, ici, les gènes. Ici, nos 4 enhancers, le RM serait entre R3 et R4, R1, R2, R3, R4. Et ces barres ici représentent en fait un patient, une patiente qui a une délétion qui produit une thalassémie, donc une anémie. Alors, vous voyez que ces délétions, celle-ci par exemple, eh bien, elle enlève tout. Celle-ci enlève tout, mais quand on arrive vers le bas, on s'aperçoit qu'il y a des toutes petites délétions qui ne vont toucher que la séquence R2. Ça joue avec le tableau que je vous montrais tout à l'heure. R1, R2 sont vraiment les séquences principales. Vous voyez qu'il n'y a aucun cas de figure où vous avez une délétion qui va sévèrement toucher R3, R4. Peut-être y en a-t-il, mais peut-être les patients ne sont pas détectés parce que le phénotype n'est pas assez fort. Et donc on voit bien ici que cet élément R2, ici aussi R1, R2, double délétion, vous voyez, induisent des anémies fortes et des thalassémies. Voilà, je tenais à montrer ça parce que, en fait, c'est une des raisons pour lesquelles la régulation de ces gènes de globine ont été étudiées dès le début. En fait, historiquement, c'est une des forces motrices qui a conduit à toute cette aventure des enhancers qui aujourd'hui prennent une place absolument prépondérante dans l'étude de la régulation des gènes. Alors, je voulais passer assez rapidement sur le troisième type que je qualifie d'archipel de régulation. On va comprendre pourquoi. Je vais y passer rapidement parce que c'est un cas de figure assez simple. Et pour l'illustrer, je vais utiliser une famille de gènes, un paysage de régulation sur lequel nous avons beaucoup travaillé, en fait, qui sont ces gènes OX, ces fameux gènes OX, qui sont utiles pendant le développement pour l'organisation du plan corporel, pour fixer les différentes parties du corps, où vont se trouver les bras, où vont se trouver les jambes, quel type de vertèbres, etc. Et ces gènes OX, vous voyez ici, ils sont flanqués de 2 grands déserts. On appelle désert parce qu'il n'y a pas de partie codante dedans, pratiquement une demi-mégabase chacun d'entre eux. Et lorsque l'on regarde la structure de la chromatine, je vous l'ai d'ailleurs déjà montré sans vous mentionner qu'il s'agissait des gènes OX, mais parce que c'est relativement exemplaire, on a ces gènes cibles qui se trouvent au milieu de 2 domaines topologiques, on le voit ici. Voilà les gènes ici, ces gènes cibles, et puis on voit ce grand triangle-là, souvenez-vous, un domaine topologique, ce triangle-là, un domaine topologique, dont des domaines de chromatine qui sont en contact, mais qui par contre se contactent très peu l'un avec l'autre. Donc on a ces 2 domaines comme ça, avec les gènes cibles au milieu. Et lorsque vous regardez des cellules des membres, des bourgeons de membres, dans lesquels ces gènes sont très actifs, eh bien, vous voyez qu'il y a un petit nombre de points là qui ressortent, celui-ci, celui-là, des points noirs, je pense qu'on les voit bien. Ces points noirs qui indiquent en fait une probabilité de contact plus élevée, souvenez-vous, entre les gènes cibles et quelque chose. Alors la façon dont on lit ça, eh bien, c'est de partir ici du gène et puis de faire tac, 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 et ça veut dire que là se trouve une séquence qui
dans certains cas, avec une certaine probabilité, est en contact avec le gène cible. Hein. Pareil pour celle-ci. Donc on a ici 1, 2, 3, au minimum 4 séquences. Et quand vous regardez un profil épigénétique, que ce soit de l'attaque, que ce soit de l'acétylation, on ne va pas revenir là-dessus, mais qui vous donne une idée d'où se trouvent les séquences enhancers, eh bien, on retrouve, hein, ce que je vous montre ici maintenant, c'est uniquement sur cette partie-là, sur ce domaine chromatinien ici, eh bien, on va trouver ces séquences. Vous voyez ici, c'est une acétylation, là, concentration de séquences ici, concentration de séquences, monométhyle, tout ça est indicatif de séquences enhancers. D'accord ? Donc, on a une convergence entre, d'un côté, une carte épigénétique. Oui, la chromatine est ouverte. Oui, c'est acétylé, hein, des critères qu'on a décrits précédemment. On a en plus des contacts avec les gènes cibles, donc de très bons candidats enhancers. Donc, on va prendre chacune de ces séquences, la mettre en amont d'un gène rapporteur, et on va voir la chose suivante, effectivement, on va avoir une expression dans les membres, mais vous voyez que cette expression est relativement différente d'un cas à l'autre. Donc dans ce cas-là, on a plus affaire à un domaine d'enhancer additif qu'à un domaine d'enhancer quantitatif, comme c'était le cas pour FGF8. Vous vous souvenez que pour FGF8, on avait toute une série d'enhancers qui avaient une expression identique. D'accord ? Et donc le promoteur intégrait cette quantité d'expressions identiques pour avoir un résultat final. Là, on est dans un système qui est un peu différent. Pour ça que l'idée d'archipel, hein, c'est-à-dire que en fait, ces domaines d'expression ont une sorte de base commune, n'est-ce pas, qui fait que quand on les met ensemble, on a le domaine final. C'est ce qu'on a appelé archipel de régulation, pour être appelé de façon différente. Et on voit sur le schéma ici à droite que lorsque cela ne fonctionne pas, eh bien, vous avez ces différentes séquences qui sont un peu erratiques comme ça. Et lorsque ça fonctionne, ça vient ensemble pour produire l'expression finale. Et puis, lorsque vous enlevez certains de ces enhancers, eh bien, vous n'allez pas réduire en quantité l'expression totale, mais vous allez réduire en qualité, vous allez en enlever une partie. C'est ce qui est typique de ce type d'archipel de régulation. Voilà, le dernier type d'organisation dont je voulais vous parler, c'est un type d'organisation qui en fait inclut finalement les archipels, les super-enhancers, les holo-enhancers, c'est les paysages de régulation pléiotropique. Parce que ce que je viens de vous montrer comme archipel de régulation, en fait, si l'on regarde un autre tissu que le membre, on va trouver une structure identique, mais avec des séquences différentes. Donc on va avoir sur un paysage de régulation un archipel qui va fonctionner dans les membres, mais on peut aussi avoir un autre archipel qui va fonctionner dans la face ou dans un autre tissu. Donc il faut s'imaginer une situation qui est très compliquée. C'est comme si on avait deux archipels, hein, dont les îles seraient mélangées, mais dont la base serait séparée. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une image un peu compliquée à visualiser, mais comment ça fonctionne ? Comment c'est possible quand on a 4 enhancers spécifiques au cerveau, 4 enhancers spécifiques aux membres, 4 enhancers spécifiques au cœur, qui sont distribués dans le même paysage? Comment est-ce que c'est possible, dans le cœur, dans le cerveau, de mobiliser ces enhancers qui sont spécifiques en ignorant les autres? Est-ce que c'est une question de configuration? Est-ce que c'est une question... Comment ça fonctionne? Alors, pour rentrer un peu là-dedans, j'ai choisi l'exemple d'un paysage de régulation d'un gène que nous avons déjà vu, en fait, qui est le gène SHOX2 chez la souris, qui est un gène important parce que c'est un gène, encore une fois, hein, qui est orthologue, donc qui, chez la souris, correspond à un gène humain qui s'appelle SHOX. C'est un gène humain qui est très spécial puisqu'il se trouve
dans une région du chromosome X et du chromosome Y. C'est ce qu'on appelle un gène pseudo-autosomal. Donc c'est un gène qui, chez la femme, n'est pas inactivé par l'inactivation du chromosome X. C'est une petite collection de gènes qui sont sur les chromosomes sexuels, mais qui fonctionnent comme dans le cas d'autosomes, de chromosomes non sexuels. Et ce gène SHOX2, eh bien, ce gène SHOX chez les humains est responsable de beaucoup du côté de petite stature, de beaucoup de syndromes, en fait, syndrome de Léry-Weill, etc. Dans beaucoup de syndromes, ce gène est affecté, c'est ce qui donne la petite stature aux membres, parce que les patients qui souffrent de ces syndromes ont en fait une colonne vertébrale qui a la bonne taille. Donc lorsqu'on voit ces patients, on se dit, mais ils sont de petite stature. Oui, mais c'est à cause des membres, à cause des jambes, des bras. Ce n'est pas à cause de la colonne vertébrale. Alors lorsqu'on inactive ce gène SHOX2 chez la souris, bien, vous voyez qu'on répète en fait ce phénotype, une très très grosse réduction de l'humérus, une très très grosse réduction du type du fémur ici, donc de la partie proximale des membres. Alors je vous passe tout le travail qui a été fait depuis plusieurs années pour essayer de trouver, pour des raisons évidentes, de trouver les enhancers qui sont responsables de cette expression dans les membres, dans le système nerveux et dans le cœur, puisque ce gène a aussi un effet important dans le cœur. Et plusieurs enhancers avaient été décrits sur plusieurs années. Et ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui un peu en détail, c'est une étude qui est très récente, qui vient d'être publiée en fait. Et je l'ai choisie parce que, en fait, elle n'a pas vraiment de raison d'être choisie. Et c'est pour ça que je l'ai choisie, pour essayer de vous montrer en fait ce qui se fait aujourd'hui. Pas d'aller chercher des études qui soient particulièrement visibles à cause d'une grosse découverte ou de quelque chose d'extraordinaire ou de quelque chose de totalement pas bon qu'on pourrait critiquer. C'est une bonne étude qui en fait est représentative de la science qui se fait aujourd'hui. Et je pense que c'est important d'avoir une idée. C'est une étude qui soulève beaucoup de questions, comme on va le voir, des questions d'approche, tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, les acétylations, on va voir que, parfois... Voilà, donc c'est cette étude du laboratoire une collaboration entre plusieurs laboratoires, notamment celui de Marco Osterwalder à Berne. Et vous voyez ici le locus SHOX2. Vous avez le gène ici, et puis en noir, là, les séquences enhancers qui avaient été isolées avant le début de cette étude. Vous voyez ici en particulier cette séquence-là qui est très très forte dans la partie proximale des membres, qui est une séquence importante pour la régulation. Mais vous voyez que toutes ces séquences sont autour du gène ou dans cette partie-là, et en amont du gène, là, vous avez ces presque 700 kilobases d'un désert, d'un endroit où il n'y a pas grand-chose, et donc ces auteurs se disent, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres enhancers dans ce désert? D'autant plus que si on enlève ces enhancers, en particulier dans le membre, eh bien, on n'a pas une diminution de 100% de la régulation, de l'expression. Donc, une suspicion qu'il existe ailleurs d'autres enhancers qui fonctionnent pour la régulation de SHOX2. Et donc, ces auteurs vont faire une analyse en acétylation, vous voyez ici, et ils trouvent une quinzaine de nouveaux pics qui sont indiqués par ces petits traits gris. Ces séquences, elles sont acétylées et elles vont toutes être testées en LAC-Z. C'est beaucoup de travail. On va prendre chacune de ces séquences, la mettre en amont d'un gène reporter, vous vous souvenez, LAC-Z, transgène chez la souris, fœtus, coloration des fœtus. Et le résumé de cette étude, en fait, vous l'avez là. À gauche, alors là encore, c'est avant le LAC-Z, ce que vous voyez là, c'est un tableau qui vous montre, en fait, la quantité d'acétylation en face
de la quantité de transcrits. L'idée de ce tableau qui avait sauté dans mon esprit, c'est de montrer que, par exemple, dans les membres, vous voyez que SHOX2 est beaucoup exprimé, c'est la deuxième colonne là, en rouge, est beaucoup exprimé à 11 jours et à 15 jours. Donc pendant tout le développement important de la partie des membres, on a une expression de SHOX2. Il fonctionne. D'accord ? Vous voyez ici que dans le cœur, c'est un peu différent. On a une expression qui est moins forte, avec une sorte... Enfin, bref. Et puis, en bleu, ici, vous voyez une quantification de l'acétylation. Donc, ce que vous voyez, par exemple, c'est que, regardez l'élément 4 ici. C'est un élément qui est par là. Donc, l'élément 4, eh bien, à 11 jours, alors que SHOX2 est transcrit fortement, cet élément est relativement peu acétylé. Vous voyez ici, c'est bleu clair. D'accord ? Donc, par contre, au jour suivant, on voit que l'acétylation augmente et là, il rentre en force. Par contre, l'élément 3, ici, semble être acétylé. En fait, ce tableau, il essaye de faire une corrélation entre la quantité d'acétylation sur le temps et le fonctionnement du gène. Ça permet déjà de faire un premier tri dans ces séquences. Par exemple, il est clair que la séquence numéro 8, elle n'est pas acétylée dans les membres, mais elle est acétylée dans le cœur. D'accord ? Donc déjà, on arrive à faire un tri avant de passer à la détection LAC-Z. C'est un critère important parce que lorsque l'on rajoute le côté temporel, on rajoute une sorte de contrôle. On voit l'arrivée en force de l'acétylation. Donc on se dit, ben voilà, avec le temps, cet élément est mobilisé et il commence à fonctionner, Premier problème ici, c'est que c'est très dur. Alors, peut-être ne l'ai-je pas vraiment clairement expliqué, mais c'est très dur d'avoir une quantification d'une analyse en attaque sec ou en ChIP-seq, etc. Pour des raisons de complexité, de librairie. Mais on a quand même une tendance qui est assez claire. Alors, tous ces éléments vont être analysés en LAC-Z. Et là, première surprise, on va s'apercevoir qu'il y a des régions qui sont très fortement acétylées et qui ne donnent pas vraiment un grand signal LAC-Z. Regardez par exemple l'élément 8, ici. Vous voyez que cet élément, il est très très fortement acétylé dans le cœur. Donc, ce que les auteurs ont fait, c'est disséquer le cœur, les membres, etc., faire une acétylation, et ils voient que cet élément 8 ici, il devient fortement acétylé dans le cœur au bon moment. Donc on se dit, ben, cet élément, voilà, il fonctionne dans le cœur. Donc on va regarder le LAC-Z, mais si vous regardez l'élément 8 en LAC-Z, ici, ben, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose dans le cœur. En fait, il n'y a rien, il n'y a pas de signal. Donc là, on se dit, ben, voilà, il y a peut-être un problème, et les auteurs... vont se dire, ben, on va peut-être essayer de regarder l'architecture chromatinienne pour voir si ça peut faire balancer les conclusions d'un côté ou de l'autre. Et ils vont faire une chose qui est intéressante, que je ne vous ai pas encore présentée jusqu'à présent, c'est un aspect comparatif de ces architectures entre les tissus différents. Donc ils vont microdisséquer les membres, microdisséquer les mandibules, donc les arcs branchiaux, donc la partie de la face qui est en train de se refermer pour faire toutes les structures de la face, où SHOX2 est exprimé fortement. Microdisséquer le cœur, c'est compliqué à ce stade, parce que c'est petit, donc microdisséquer le cœur. Et pour chacun de ces 3 échantillons, on va faire une analyse
en capture de chromosome pour voir la structure de la chromatine. D'accord. Alors, on ne va pas rentrer en détail, mais ce que vous voyez tout de suite, c'est déjà que les 3 échantillons donnent des patterns qui sont relativement comparables. Ça veut dire que dans n'importe quel tissu que l'on se trouve, il y a une structure générique. C'est ce qu'on a déjà discuté. Il y a une structure qui est fixée indépendamment du fonctionnement du gène. Ce qui va se passer, ce sera à l'intérieur de cette structure, mais là, une sorte de squelette, scaffold, qui est donné et qui est très similaire aux 3 cas, sauf que, dans le cas du cœur, vous voyez qu'il y a ici un petit sous-domaine qui semble ne pas exister, ni là, ni là. Et puis ici, j'ai rajouté une petite flèche. Là, vous voyez qu'il y a un contact là, entre cette partie-là et cette partie-là qui ne semble pas exister dans les membres et la mandibule. C'est assez intéressant, en fait, simplement d'avoir une vue très globale de ces structures chromatiniennes, parce que ce sous-domaine-là, et on va en reparler dans l'image suivante, mais ce sous-domaine-là qui n'existe ni dans le mésoderme des mandibules ni dans les membres, ça suggère aussi que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre face se développe avec des mécanismes, avec des gènes, avec des voies de signalisation qui sont pratiquement identiques à nos membres. Wnt, FGF, toutes ces voies de signalisation, tous ces mouvements cellulaires, c'est du mésoderme qui est poussé par de l'ectoderme. Donc on a des structures qui sont très semblables. Le cœur, c'est différent. Le cœur, alors c'est une morphogenèse qui est totalement différente, et peut-être que ça explique que cette structure est un peu différente. Pour avoir une réponse à cette question, savoir si vraiment il y a un effet de ce petit microdomaine, ou bien simplement de voir si effectivement ces séquences acétylées sont des enhancers ou pas, parce que à cause de cette différence. Mais les auteurs vont essayer de tout enlever. Ils vont se dire, en première ligne, on va enlever l'intégralité de cette partie, et puis on va bien voir ce qui se passe. Donc ils vont faire une délétion avec, encore une fois, le système CRISPR, pour enlever l'intégralité du domaine, ici. Donc toute cette partie-là, ils vont laisser évidemment le gène cible. Toute cette partie-là va être enlevée, mais vous voyez que les enhancers qui se trouvent ici sont toujours présents. Et vous vous souvenez que je vous disais tout à l'heure que cet enhancer-là était pratiquement responsable de la moitié de l'expression dans les membres, et donc ce n'est pas une très grande surprise à mon avis s'il trouve que quand on enlève toute cette séquence, on conserve ici pratiquement 50% d'activité dans les membres. Ce que vous voyez là, c'est les situations hétérozygotes, sauvages et tout. Et là, vous avez la situation homozygote, de l'expression du gène SHOX2. Ça veut dire que ici, vous avez 100%, situation contrôle. On estime que SHOX est à 100%. Quand on enlève cette partie, homozygote, 2 copies, on retombe à peu près à 50%, vous voyez, au-dessus de 0,4. Donc ça veut dire qu'en fait, ce désert, ce morceau d'ADN contient à peu près 50% de l'activité, ce qui est relativement attendu, puisque de l'autre côté, on a un enhancer qui produit 50% de l'activité. Donc là, on tombe sur une conclusion relativement logique. On a 50 ici, 50 là. Les deux font 100%. Ce qui est intéressant par contre, c'est que lorsque l'on regarde le développement de la face, cette fois, eh bien, on a un résultat qui est un peu différent, puisque là, vous voyez qu'on descend pratiquement à 0%. Alors, ce n'est pas non plus une grande surprise, parce que peut-être certains d'entre vous avaient remarqué que le transgène que je vous ai montré tout à l'heure,
qui correspond à cet enhancer-là n'était actif que dans les membres. Il n'y avait pas de bleu dans la face. D'accord? Donc il semble que de ce côté-là, on n'a pas de régulation face, mandibule. Conclusion, toute la régulation en principe devrait se trouver de l'autre côté. Et c'est ce qu'on voit avec la délétion. Quand on enlève l'autre côté, on perd tout. Donc là encore, une conclusion qui, à mon avis, est relativement logique, qui n'est pas totalement inattendue, à savoir que bien que ces deux tissus soient comparables, en principe, bien, les régulations sont tout de même différentes. On mobilise des enhancers qui sont différents. C'est quand même pas tout à fait la même chose de faire un membre, de faire une face. Donc on a un corps d'enhancers probablement commun, mais dessus viennent se greffer des enhancers spécifiques. Alors, en ce qui concerne le cœur, eh bien, aucun enhancer n'est trouvé. Et pourtant, ce gène est très important dans la fabrication du cœur. Et donc, les auteurs vont dire, puisqu'on a tout de même une petite perte de RNA dans la délétion, dans le sinus veineux, donc la partie du cœur dans laquelle SHOX2 est exprimé, c'est la partie en fait qui va correspondre à l'endroit du pacemaker, qui va générer l'activité cardiaque, eh bien on va essayer d'avoir recours à d'autres approches. Mais là, j'aimerais quand même insister sur le fait que toutes ces approches que je vous ai décrites, attaque sec, acétylation, etc., dans ce cas particulier, n'ont pas fonctionné, ne fonctionnent pas. Ce n'est pas quelque chose qui fonctionne à 100%. Et si les auteurs n'avaient pas su que ce gène est exprimé dans le cœur, eh bien, on se serait arrêté là. On dit, voilà, ce gène est dans la face, dans les membres. Donc, on a tout de même une approche qui est une sorte de renversement de l'approche expérimentale, où on passe d'une approche qui est censée être non biaisée à une approche qui dit on va quand même essayer de le trouver, cet enhancer cardiaque, puisqu'on sait qu'on doit le trouver. Donc vous voyez qu'on passe vraiment d'une épistémologie à l'autre, en fait. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est produire un nouveau dataset d'attaque sec de cœur. Ils vont redisséquer à 11.5 et puis ils vont comparer avec d'autres datasets disponibles, etc. Et ils vont découvrir plusieurs sites nouveaux. Ils vont tous les tester par transgenèse, etc. Et un seul de ces sites va s'avérer positif, finalement. Vous le voyez là, c'est un site qui va être appelé SV pour sinus veineux, en fait. Ce site est positif dans le cœur. En transgenèse, vous avez cette expression dans le sinus veineux, c'est exactement ce à quoi on s'attendrait pour l'expression de SHOX2. Vous voyez ici, c'est assez intéressant, en faisant des ChIP-seq, cette fois, en testant quelques protéines, on s'aperçoit que ce site particulier va lier notamment TBX5 et GATA4, ici, vous voyez, donc ça veut dire que ce site qui est spécifique au cœur, enfin qui fonctionne dans le cœur, va lier ces protéines, et ces protéines sont connues pour être importantes dans le développement du cœur. Donc c'est vraiment un ensemble d'évidences qui suggère qu'effectivement c'est la bonne séquence. Cette séquence, vous voyez qu'elle est située, alors c'est un peu difficile à voir, mais c'est un agrandissement ici de ce domaine chromatinien. Donc ici, vous auriez ce grand triangle en dessus. Et souvenez-vous, le petit triangle spécifique au cœur, ce petit globule qu'on ne voyait que dans le cœur, eh bien, il se trouve dans cette partie-là. Mais il ne contient pas cet élément. Souvenez-vous, je vous montrais tout à l'heure, voilà. Ici, ce globule qui est spécifique au cœur, en fait, ne contient pas cet élément. L'élément, il est localisé un tout petit peu avant.
quelque part ici. D'accord? Donc ce n'est pas la question que ce globule contient cet enhancer cardiaque et va l'apporter quelque part, etc. Non, il est à côté. Et donc cet élément va être enlevé, bien sûr, pour voir son effet finalement. Et puis on va avoir des foetus qui montrent à peu près 60% de réduction de SHOX2 dans le cœur. Mais vous voyez ici que ce n'est pas suffisant. En fait, les embryons, les petits, les foetus naissent sans malformation cardiaque, avec une fréquence qui est la fréquence attendue. Donc oui, on a trouvé un enhancer qui fonctionne dans le cœur, mais ce n'est pas suffisant. Il doit y en avoir d'autres. Comment les trouver? Là, on a vraiment tout fait. On a tout cherché, on a recloné, on a redisséqué, et puis on ne le trouve pas. Et je pense que c'est une conclusion qui est intéressante. Est-ce que ça veut dire que le LAC-Z n'est pas suffisamment, n'a pas la résolution suffisante? C'est quand même douteux parce que c'est extrêmement sensible. Est-ce que ça veut dire que c'est peut-être un élément composé? On peut imaginer qu'on peut avoir deux éléments qui, en LAC-Z, ne fonctionneraient que lorsqu'ils seraient composés. Et quand vous regardez celui-ci, il n'y a rien, celui-ci, il n'y a rien. Et là, on est bloqué, on ne sait pas comment faire pour ça. Sauf peut-être avoir recours à de l'apprentissage profond, de l'intelligence artificielle dont je vous parlais la semaine passée, de se dire est-ce que l'on pourrait trouver des enhancers qui seraient composites en analysant l'ADN, en se disant là il y a certaines séquences qui généralement sont associées à des séquences qu'on retrouve ici, est-ce que ça ne pourrait pas être une seule séquence fonctionnelle, etc. etc. Pour l'instant, ça ne marche pas. La dernière chose que j'aimerais vous dire avec cette étude, c'est qu'ils vont essayer d'avoir une approche un peu plus précise sur la configuration chromatinienne. Et plutôt que de faire une analyse globale, tout contre tout, vous vous souvenez le Hi-C, c'est-à-dire on regarde toutes les interactions possibles, ils vont prendre une autre approche qui est cette approche en 4C, qui est une approche un peu moins résolutive, mais qui consiste à dire, voilà, je me positionne sur le gène SHOX2 et je cherche tous les contacts que j'ai avec le génome entier, mais à partir de SHOX2. Ce n'est pas tous les contacts avec tout, c'est je suis là, qu'est-ce qui se passe ici, qu'est-ce qui se passe là. Et quand ils font ça, eh bien, ils s'aperçoivent que, vous voyez ici, c'est SHOX2, ils s'aperçoivent qu'il y a des bons contacts avec cet ancien enhancer membre qu'on avait déjà défini, donc ça fonctionne bien, et on voit qu'il y a d'autres contacts avec des enhancers qui sont définis comme des enhancers membres, donc relativement bien contrôlés en fait. Mais le point intéressant de cette utilisation du système 4C, c'est qu'on peut se mettre sur un enhancer aussi. On peut se mettre sur un promoteur, mais on peut se dire, je me mets sur un enhancer, qu'est-ce que je contacte? Là, on s'attend quand même à contacter le promoteur, autrement, ça n'aurait pas de sens. Et c'est effectivement ce qu'ils vont voir. Vous voyez que ici, lorsqu'ils se mettent, ça c'est les deux enhancers définis auparavant, et quand ils vont se mettre sur un enhancer, que vous voyez là, eh bien, ils vont contacter non seulement, j'ai sauté, c'est moins intéressant, voilà, ils vont contacter non seulement le promoteur, mais parfois d'autres enhancers. Donc, vous voyez, ici, vous avez le point de vue de SHOX2 qui va contacter ces enhancers. Cet enhancer-là, quand vous vous mettez dessus, vous contactez SHOX2, mais pas grand-chose d'autre. Par contre, quand vous vous mettez sur cet enhancer-là, le 4, vous voyez que, comme on s'y attend, on contacte SHOX2.
Mais vous voyez qu'on contacte également d'autres enhancers membres. D'accord? Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, les enhancers ont également une probabilité de contact entre eux, pas seulement avec le promoteur. Et souvenez-vous, dans ce système d'archipel de régulation, je vous montrais cette structure un peu en fleurs, hein, comme schéma, où on a ces enhancers qui viennent. En fait, ça vous montre que cette structure probablement existe. C'est-à-dire qu'on a des enhancers qui se mettent ensemble. Encore une fois, maintenant qu'on a vu ce qui atterrit sur ces enhancers, ce n'est pas une grande surprise. Ces choses vont se mettre en commun avec le médiateur, etc. Donc on va avoir des contacts enhancer-promoteur, mais également enhancer-enhancer. Et donc de cette étude, eh bien, les auteurs vont proposer une série de conclusions à deux niveaux, hein, un niveau vraiment expérimental sur les approches et puis des conclusions sur le système biologique. Sur les approches expérimentales, ben, vous voyez là, hein, il y a beaucoup de séquences qui sont très fortement positives pour l'acétylation et pour lesquelles on n'a pas de fonction. Donc ça, c'est une chose importante. Et ça vous montre une fois de plus qu'il faut toujours utiliser plusieurs critères pour essayer de définir un enhancer. L'acétylation, oui. Si on peut rajouter une monométhylation de K4, c'est bien. Si on peut rajouter de la taxec, c'est bien. Si on peut rajouter de la structure chromatinienne, c'est bien. Okay. Quand on fait tout ça, pourtant, parfois, vous le voyez là, eh bien, il y a des séquences fonctionnelles qui n'ont aucune de ces marques, donc qu'on rate, finalement. Et ça pose un problème. Ce n'est pas un gros problème, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que lorsque l'on décrit un paysage de régulation, eh bien, on ne décrit pas forcément quelque chose d'exhaustif. Et puis une série de conclusions sur les résultats. Alors, vous voyez ici que ce que les auteurs proposent dans ce système de pléiotropie, qu'il y a des structures qui sont formées, qui sont un tout petit peu différentes, mais pas si différentes l'une de l'autre, dans des tissus qui sont un peu différents, mais qui ne sont pas si différents l'un de l'autre, finalement. Croissance des membres, croissance de la face. Par contre, quand on passe dans un tissu qui est vraiment différent, formation du cœur, eh bien là, ils vont avoir une structure qui est différente. En rouge, ici, vous voyez cet enhancer cardiaque, hein, qui a été redéfini après réanalyse. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez qu'il est positionné en dehors de ce globule. Ce globule, c'est ce petit triangle, hein, qu'on voyait à droite de ce grand paysage. Hein. Donc, on a ce globule qui ne contient pas l'enhancer. Et l'idée qui est proposée par les auteurs, et qui est peut-être correcte, c'est de dire que ce globule est important pour aller positionner l'enhancer à proximité du promoteur. Hein. Ce que vous voyez là, dans l'espace, ça veut dire que cette structure va aider cet enhancer à contacter le promoteur. Et donc, voilà, c'est la conclusion générale. Ils disent qu'en fait, parce que, vous voyez, ici, ces couleurs, c'est tout de même extraordinaire quand on regarde ça. Vous voyez en vert les enhancers membres, en rouge cet enhancer cœur, en magenta les enhancers du système de la face, et puis ici vous avez un autre type en bleu sur des nerfs crâniens. Et vous voyez ce mélange, en fait, et on se dit, mais comment est-ce que c'est possible d'aller extraire de ces mélanges la bonne combinaison, la bonne organisation? C'est vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué. Et peut-être, encore une fois, hein, peut-être que l'importance de cette topologie dans l'utilisation de ces enhancers peut-être nous sera révélée par un système d'apprentissage profond, de la même façon que ça l'a été pour les séquences que je vous montrais la semaine passée, lorsque l'on pourra commencer à trouver des répétitions, des motifs, le fait que chaque fois qu'on a deux enhancers neuraux, eh bien on en a un qui n'est pas neural à côté, ou des sortes d'itérations comme ça, où on puisse retrouver des schémas qui nous
permettent de dire, ah ben voilà, il y a une sorte de logique derrière. Mais ce n'est pas du tout sûr qu'il y en ait une. Évidemment, tout ce que je vous montre ici, c'est basé sur l'analyse de 100 000, 200 000, 500 000 cellules. J'avais déjà mentionné ça il y a 2 semaines. C'est quelque chose qui, non seulement qu'il faut garder à l'esprit, mais c'est quelque chose qui est totalement critique lorsque l'on réfléchit à ce qui se passe, parce que, par exemple, prenez le cas d'un super enhancer que je vous montrais la semaine passée. Vous voyez tous ces pics ici, là on est dans un super enhancer de je ne sais pas quel gène, peu importe. Hein. Et ce que vous voyez, c'est P300. Hein, souvenez-vous, cette enzyme qui acétyle, etc. Quand on regarde ça, et je vous l'ai dit à maintes reprises, ces super enhancers, c'est tous ces enhancers qui se mettent en route ensemble pour suractiver. Mais comment on le sait? Comment le sait-on? Rien dans cette vue nous dit que chaque cellule va activer ces 5 enhancers. Peut-être y a-t-il 25% de cellules qui activent celui-ci, 20% qui activent celui-ci, etc. On ne le sait pas, parce qu'on travaille sur un ensemble de cellules. Alors, on a certaines pistes. Hein. Ce qu'il y a d'intéressant dans l'approche sur l'alpha-globine que je vous ai montrée, c'est qu'effectivement, quand on commence à enlever un ou l'autre, on peut commencer à avoir une vague idée, hein, de se dire, par exemple, si dans chaque cellule, une seule séquence fonctionnait, eh bien, quand on commence à enlever ces séquences, on aurait un résultat différent que si toutes les séquences fonctionnent, hein, etc. Donc on peut avoir des sortes de faire des inférences, mais formellement, on ne le sait pas. Alors comment le savoir? Comment analyser, par exemple, des configurations chromatiniennes au niveau des cellules uniques? Tout à l'heure, je vous montrais ces 4 petits points, hein, dans le système d'archipel qui correspondent à 4 séquences enhancers. Eh bien, on voit 4 points. Est-ce que ça veut dire que ces contacts sont dans la même cellule ou bien dans des cellules différentes? On n'en sait rien. On pourrait même postuler, ce qui est probablement le cas d'ailleurs, qu'à l'intérieur d'une cellule, pendant sa vie mitotique, des contacts soient différents. Ces contacts sont extrêmement fugaces, ils peuvent être très fugaces. Hein. Donc on pourrait avoir un contact, etc. Bon. Ce qu'on va faire avec ces techniques de chromatine, c'est arriver, fixer une situation à un temps t sur 1 million de cellules, et on va en tirer des conclusions. Alors comment faire pour attaquer ça au niveau de la cellule unique? Il y a plusieurs approches qui ont été mises au point. Il y a une approche de capture de chromosomes qui a été mise au point pour cellules uniques, mais je dois vous dire, ça fait plus de 10 ans qu'elle a été mise au point et franchement, très peu de laboratoires l'utilisent pour des raisons que maintenant vous pouvez peut-être anticiper, c'est que ça demande énormément d'amplification quand vous partez d'une cellule. Quand vous amplifiez aussi les biais, vous amplifiez tous les problèmes de complexité de librairie dont je vous parlais la semaine passée. Donc c'est quelque chose qui n'est pas réglé. Alors il y a d'autres systèmes qui ont été développés, et dont un que j'aimerais vous présenter pour terminer cette leçon aujourd'hui, qui est une publication compliquée, mais je vais essayer de la simplifier au maximum, pour moi aussi d'ailleurs, et qui touche à Solocus Sonic Hedgehog. Alors Solocus, il faut juste que je l'introduise quelques minutes, parce que j'en ai beaucoup parlé déjà. Vous vous souvenez que c'est un locus qui est extrêmement intéressant, historiquement aussi. On a ce gène Sonic Hedgehog. Alors, je dois vous dire que dans différentes publications, il est soit à gauche, soit à droite. Donc, ne soyez pas perturbés. Parfois, les slides, voilà, les conventions sont un peu flottantes à ce locus. Vous avez ce gène ici. Et puis,
ce gène est très fortement exprimé dans les membres par un enhancer unique qui se trouve dans l'intron de ce gène LMBR qui se trouve à 810 kilobases du gène cible. Donc c'est à très très longue distance, c'est pour ça que ce locus a été étudié abondamment, parce que c'est vraiment un des paradigmes d'un enhancer à très longue distance. Cet enhancer, vous vous souvenez, quand on le mute, il produit dans la plupart des cas des polydactylies. Mais je dois vous dire, c'est vraiment important de le comprendre en fait, c'est que ces mutations, qui sont généralement des mutations ponctuelles, c'est vraiment une exception. Quand on mute un enhancer, en plus vous voyez que vous avez ici des clients, des patients qui viennent de Hollande, de Belgique, qui ont des SNP, donc des polymorphismes uniques. C'est une base qui est changée. D'accord ? À différents endroits de la ZRS, et ça produit les mêmes polydactylies. D'accord ? Et la seule raison par laquelle on peut expliquer cela, et qui s'est trouvée être la vérité en fait, c'est que ces mutations ne produisent pas des pertes de fonction, mais produisent des gains de fonction. C'est-à-dire que ce gène est exprimé dans la partie postérieure du membre, du bourgeon, et dans la partie antérieure du bourgeon. D'accord ? Grâce à cette séquence ZRS. Mais dans la partie antérieure, il est réprimé par toute une série de protéines. Quand vous commencez à faire des petites mutations, vous enlevez cette répression, et donc le gène est maintenant exprimé postérieur et antérieur. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire dans l'antérieur des doigts qui sont généralement postérieurs. Donc vous allez supprimer le pouce, supprimer le doigt le plus antérieur, et vous allez rajouter des doigts postérieurs en haut, donc faire une polydactylie, c'est ce qu'on voit là. Et voilà, c'est vraiment typique. C'est donc un gain de fonction. Cette polydactylie, souvenez-vous, je vous en ai parlé aussi, elle existe chez certains animaux, les fameux chats de Hemingway, étaient des chats qui ont une mutation dans cette ZRS, puisqu'elle est conservée jusque chez les poissons, pour des raisons qui sont assez mystérieuses d'ailleurs. Et lorsque l'on regarde, on voit ici qu'on a ce gain de fonction. Vous voyez, généralement, c'est que postérieur, très postérieur. Et ici, on voit ce gain de fonction. Regardez ici, c'est encore plus visible. On a cette activation antérieure. Donc, ce sont des mutations qui font des gains de fonction. Polydactylie. Voilà. Cet enhancer, il se trouve à presque une mégabase, vous avez vu. Et donc, plusieurs groupes, dont un groupe du MRC à Édimbourg, qui a beaucoup travaillé là-dessus, s'est dit un jour, on va quand même essayer de voir si, quand on met cette séquence proche du gène, si ça fonctionne toujours. Ou bien si le fait qu'on trouve cette séquence de régulation tellement loin, c'est une demande du système, c'est une contrainte du système. Peut-être elle doit être à distance. Donc ce qu'ils ont fait, c'est d'enlever toute la partie intermédiaire, comme je vous ai montré pour SHOX2. Donc on va tout enlever entre la ZRS et le gène cible. Voilà, c'est cette délétion que vous avez là, c'est 700 kilobases qui sont enlevées. Et en fait, vous voyez en bas ici que l'expression de Sonic Hedgehog dans les membres ne change pas. Voilà. Alors, toute cette introduction pour vous dire qu'en faisant cette délétion, voilà ce qu'ils obtiennent. Un phénotype extrêmement sévère. En passant, vous voyez que les doigts sont là, il n'y a pas de... Donc ça, c'est correct, ok. Mais vous voyez une extrêmement sévère dans des dérivatifs du système nerveux. On a ici l'expression, ça c'est chez un LAC-Z homozygote, hétérozygote. Vous voyez, ça c'est l'expression, si vous montrez l'expression de Sonic Hedgehog. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'expressions dans le développement du cerveau et tout. Et quand vous enlevez cette partie, donc qui par conséquent doit contenir tous ces enhancers, vous avez ce phénotype qui est extrêmement sévère. Voilà, avec cette face totalement déformée, etc. Et donc, ces enhancers du système nerveux, sur les ans, ils ont été clonés, caractérisés,
Et aujourd'hui, on a cette vue du locus Sonic Hedgehog, avec cette fois, excusez-moi, le gène sur la gauche. La ZRS, cette fameuse séquence membre qui est ici, dans ce gène LMBR1. Et puis, vous voyez en magenta des enhancers qui sont gastro-intestinaux. Et là encore, vous voyez quelque chose de très curieux. On pourrait se dire, ah ben voilà, pour une fois, on a un groupe d'enhancers qui va être amené. Ben oui, évidemment, mais non, parce que voilà, on en trouve un ici. Et on le trouve juste à côté d'un bleu. Et tout ce qui est bleu ici sont des enhancers de type neural. Alors j'aimerais concentrer votre attention sur celui-ci, SBE5, et celui-là, SBE1, qui est à proximité du promoteur de Sonic Hedgehog, qui sont des enhancers importants et sur lesquels je vais revenir dans une minute. Et c'est donc cette région et ces enhancers qui vont être utilisés pour essayer d'attaquer ce locus au niveau cellulaire. Et la région qui est choisie, c'est cette petite région-là qui s'appelle la zona limitans intrathalamica, la zone ZLI. Et c'est une sorte de couche de cellules qui, en fait la différence entre le thalamique dorsal, le thalamus dorsal et le thalamus ventral. Donc pendant le développement du cerveau moyen, on va avoir une grande partie qui va se développer, et puis on va avoir division avec les deux thalamies, le thalamus dorsal, le thalamus ventral. Comme d'habitude, quand vous avez une région frontière pendant le développement qui fait la différence entre ça et ça, cette région généralement est très puissante en signalisation. Ce sont des régions qui sont critiques parce que c'est les régions qui vont dire au-dessus tu fais ça, au-dessous on fait ça. Donc une région qui exprime très fortement Sonic Hedgehog, qui, je vous le rappelle quand même, est un gène qui fait une protéine qui est une protéine signalisante, une protéine qui va dire aux cellules alentour ce qu'elles doivent faire. Et donc, ils vont se focaliser sur cette région-là. Pourquoi ? On le verra tout à l'heure, parce que quand vous faites une section histologique comme ça, et que vous regardez comme ça, vous allez avoir une section avec une partie négative, des cellules négatives, 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 positives, on va rentrer dans une petite ligne positive, positive, négative, négative, négative. Pour des gens qui font de la microscopie, c'est idéal, parce que ça veut dire qu'en bougeant un tout petit peu, vous avez une configuration négative, positive, négative. Donc si vous cherchez les différences entre ce qui se passe quand le gène est actif ou inactif, c'est une bonne situation. Vous n'êtes pas dans un grand truc où tout est actif ou à moitié inactif, etc. Non, c'est très précis. Voilà. Et donc c'est cette publication du groupe de Doug Epstein et de Eric Joyce, c'est le travail de Jaylene Harkey, une publication intéressante. Et vous voyez ici, ils disent, on va examiner la topologie du locus Sonic Hedgehog dans des cellules individuelles, dans le cerveau dans cette partie de cette zone intrathalamique limitans intrathalamique, au travers d'une technique qui s'appelle le sequential oligopaint et la super-résolution microscopique. Donc ce qu'ils vont faire, en fait, c'est une approche qui est extrêmement intéressante. Ils vont fabriquer, alors voilà, on retrouve ici notre structure du locus Hedgehog, avec le gène Hedgehog ici, et puis la fin ici avec la ZRS, ici Hedgehog, là, et puis ici le gène LMBR. Et ils vont couvrir cette région avec des petits oligos, donc des petites séquences d'ADN qui reconnaissent. Donc ils vont fabriquer ces séquences d'ADN pour couvrir toute la partie. Et puis chaque séquence d'ADN va contenir un fluorophore capable d'émettre un photon. Alors ils vont faire ça pour cette partie-là, et ils vont faire ça pour cette partie-là qui n'a rien à voir avec la régulation de Hedgehog comme contrôle, pour avoir deux choses comparables.
Et puis ces oligopaints, comme ils les appellent, eh bien, ils vont les balancer dans ces cellules, ces coupes histologiques, et ils vont traiter ces coupes en microscopie à super résolution. La microscopie, alors je vous mets ici à peu près 10 000 oligonucléotides pour un brin donc, qui couvre ce domaine. C'est quand même beaucoup. Hein. Vous imaginez 10 000 tout petites séquences d'ADN qui sont complémentaires, qui font ce qu'on appelle du tiling, hein, donc qui sont complémentaires à toute cette séquence d'ADN qui couvre le paysage. Et chacun de ces oligonucléotides est capable d'émettre un photon si on l'active. Ils vont utiliser une microscopie à super résolution qui s'appelle STORM. Vous voyez ici, Stochastic Optical Reconstructive Microscopy. En fait, c'est une microscopie, je vais vous en dire un tout petit mot, dans laquelle ces petits oligopaints vont être activés de façon stochastique. On va donner une activation qui est relativement basse, et donc on ne va pas tout activer, on va activer ici, 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 et puis il va y avoir un photo-bleaching, donc la fluorescence va disparaître très rapidement, et puis on va réactiver, et donc d'autres oligopaints vont réactiver, puis s'éteindre, puis réactiver, puis s'éteindre, et on empile les couches. Et chaque fois, on va faire une capture d'image, hein, je vais vous montrer, et on va donc arriver à la reconstruction d'un objet. L'avantage de cette approche, c'est qu'elle permet d'aller en dessous du seuil critique de la microscopie, qui est donc dû au seuil de diffraction de la lumière, qui est en gros de 200-250 nanomètres. Depuis toujours, pratiquement toutes les approches qu'on peut avoir en microscopie, on est bloqué à peu près à la limite des 200 nanomètres. Je vous ai mis ici un schéma que je trouve assez agréable à voir. En fait, vous voyez qu'une cellule 10 microns, hein, un œuf, un zygote, hein, 80 microns, on commence presque à le voir à l'œil nu, hein, 100 microns pour un œuf de souris, par exemple. Bon, là, et puis, on arrive à la bactérie qui fait 1 micron, on la voit facilement en microscopie optique, aucun problème. Par contre, là, on arrive au virus, 100 nanomètres, c'est fini. Alors, bien sûr, il y a le recours à la microscopie électronique, mais là, on est dans un système différent de contraintes, il n'y a plus de dynamique, il n'y a plus de... etc. Okay. Et donc, c'est en 2014, prix Nobel pour Stefan Hell et puis Betzig et Mörner qui donc proposent ces techniques de microscopie à super résolution qui permettent d'aller en dessous de ce niveau de diffraction de la lumière. Alors, la façon dont ça fonctionne, hein, ne me demandez pas les détails physiques, comme dans le cas de l'apprentissage profond. Je serais bien incapable de vous en donner les détails fins, mais ça fonctionne encore une fois de la façon suivante. On a une réitération d'activation avec un faisceau d'activation qui est encore une fois relativement faible. Donc on va activer de façon stochastique, on va avoir des photons qui sont émis, on va les capturer, ils vont être bleachés, donc ils vont disparaître, on va reactiver, recapturer, et puis on va empiler les couches de capture. Et vous voyez ici, d'où le mot de reconstructive, de reconstruction d'une image. Hein. On voit ici très bien là, voilà, on a cet objet-là qu'on aimerait visualiser. On va activer. Ici, vous avez le readout, donc ce qu'on va voir. On va capturer ces images. Ça va être bleaché. Là, vous avez la capture. On va recommencer. On a cette capture précédente. On va rajouter sur cette capture. On rajoute, jusqu'à ce que tous les oligopaints aient été activés. Et donc, on va voir apparaître, pouvoir reconstruire un objet. Hein? Dans ce cas particulier, vous voyez ces fibres ici. Alors, ça peut être des oligopaints, ça peut aussi être des anticorps qu'on utilise pour introduire ça peut être des choses différentes. L'important, c'est de pouvoir aller faire un tiling, donc de pouvoir mettre une collection de ces fluorophores sur l'objet qu'on désire voir. Alors ça, évidemment, c'est au niveau cellulaire. Hein. Là, on est sur une cellule. Hein. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est l'observation de ce paysage de régulation de Hedgehog. Et la première, voilà. Alors là,
vous avez ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une section qui va comme ça, hein, qui passe au travers de cette zone limitans intrathalamique, avec ici le thalamus dorsal, thalamus ventral. Et puis là, on le voit très bien, quand on regarde depuis la droite, hein, on voit cette magnifique section histologique. Là, c'est coloré avec Hedgehog, là, c'est coloré avec Olig 2 qui marque tout sauf la zone intrathalamique. Et on comprend pourquoi maintenant ces auteurs utilisent ça, parce qu'on peut vraiment se focaliser sur une cellule négative, une cellule voisine positive, une cellule voisine négative. C'est vraiment un cas de figure qui est exemplaire. Et vous voyez qu'ils vont ici observer la taille de ce domaine. Donc ce qu'on voit là, ici, c'est ce domaine de régulation. On peut intégrer cette taille et obtenir ces graphiques, où on voit ici, ce que ce graphique veut dire, c'est que dans ce domaine qu'ils appellent 5', c'est-à-dire le domaine qui est à côté, qui n'a rien à voir, qu'on utilise comme contrôle négatif, eh bien, vous voyez que ce domaine est relativement peu condensé. On le voit bien ici. Hein, il est peu condensé. Par contre, lorsque l'on regarde le domaine de Sonic Hedgehog, on voit qu'il est beaucoup plus condensé. Donc, ça, il faut bien comprendre. Encore une fois, ça sort d'une image pour chaque cellule où on a reconstruit tous ces points qui sont sur ce paysage de régulation d'une mégabase, hein, grâce à la séquence de l'émission de ces photons. Hein, on va empiler les couches et puis on va arriver à visualiser la structure, hein, puisque évidemment, ils ne vont pas être distribués au hasard, ils suivent l'ADN, donc on peut voir si c'est quelque chose qui est linéaire, si la structure est comme ça, si la structure, etc. Et c'est ce qu'on voit là. On voit très bien que cette structure-là est un peu bizarre. Dans le cas de Hedgehog, on a vraiment quelque chose de relativement concentré. Pour avoir une idée de l'organisation interne de cette concentration, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, les auteurs vont utiliser un système de bins, donc de division de ce grand paysage en sous-petits morceaux, des systèmes de bins. Hein. Ils vont en faire toute une série ici qui vont avoir 30 kilobases de taille. Autrement dit, la question qu'ils posent est la suivante. Au lieu de faire cette activation avec tous les oligopaints, on va maintenant faire dans ce domaine qui est défini, on va activer à l'intérieur d'un bin, on va prendre des oligopaints qui sont à l'intérieur d'un bin, ce qui va nous permettre de localiser ce bin par bin, je veux dire, ces 30 kilobases d'ADN, on va pouvoir les localiser dans cette grande structure. Par exemple, ce morceau d'ADN ici qui est en bleu, hein, est-ce qu'il est plutôt là, plutôt là, plutôt là? Est-ce qu'il est toujours au même endroit? Est-ce qu'il est plutôt proche de ce bin-là ou plutôt loin de ce bin-là? D'accord? Donc, on va refaire l'expérience bin par bin. D'accord? Et ce que vous voyez, en fait, ici, c'est le résultat total. Alors, ça prête à confusion, parce que là, on n'a pas un profil d'interaction par chromosome capture. Pas du tout. En fait, ça ressemble beaucoup, mais ce que vous voyez là, c'est un graphique de la proximité des bins par leur position spatiale. Hein? Vous avez ce grand paysage comme ça. Vous dites, ce bin-là, hein, je le fais en microscopie à super résolution. Où est-ce qu'on va le trouver par rapport à ce bin-là? Hein? Et puis la réponse, c'est, en fait, dans toutes les cellules, ils ne sont jamais proches l'un de l'autre. Par contre, si je regarde ce bin-là et ce bin-là, dans X% des cellules, ils sont très proches l'un de l'autre. Et c'est cette probabilité-là
qui est reproduite dans ce schéma. Ce n'est pas une séquence d'ADN cette fois. On ne fait pas du cross-linking, etc. Machin truc. Okay. Et vous voyez que ça ressemble beaucoup, en particulier ces deux points-là, qui veulent dire que le promoteur de Hedgehog est systématiquement à proximité d'une séquence qui est là, qui contient ce fameux enhancer SB5. D'accord ? Alors le problème de la taille de ces bins, 30 kilobases, c'est que la première bin qui contient le promoteur de Hedgehog contient également SB1, le premier enhancer qui fonctionne. Donc, il y a deux enhancers forts dans la zone, c'est SB1 et SB5. Donc, ce que ces auteurs font, c'est, si vous voulez, se dire, voilà, j'ai ce paysage. J'ai le promoteur de Hedgehog ici, avec un enhancer fort. J'ai un autre enhancer fort qui est ici. Est-ce que dans chaque cellule que j'observe, est-ce que ces deux régions sont proches l'une de l'autre ou pas ? Hein ? Et là, on ne fait plus une moyenne. On regarde chaque cellule et on compte. D'accord ? Et on compte, et si on voit que le compte, ben, vous le voyez ici, hein, il y a le compte à droite. Si le compte est élevé, ben, c'est rouge. Si le compte est très bas, c'est blanc. Donc vous voyez qu'en fait, cette région ici de 30 kilobases est très souvent à proximité de cette région ici, parce que vous voyez ces deux carrés rouges. Hein ? Donc là, on a un résultat cellulaire. On n'est plus dans un système où c'est une moyenne de probabilité de contact ADN. Non, c'est la réalité cellulaire. Alors on voit ici, ils peuvent quantifier, hein, je ne vais pas vous ennuyer avec ça, mais vous voyez ici que ce bin, ici, donc ces 30 kilobases qui contiennent le promoteur Hedgehog et cet enhancer SB1, ben en fait est relativement éloigné de toute cette partie du paysage, et hop, ça remonte ici quand on arrive vers SB1,5. D'accord ? Donc ça veut bien dire qu'il y a un positionnement, une topologie préférentielle qui fait que ces deux séquences sont proches l'une de l'autre. Alors, grâce à ça, ils peuvent faire des pourcentages. Parce que là, ils ont cellule par cellule. Donc, ils peuvent dire, voilà, il y a X% de cellules dans lesquelles. Et ils s'aperçoivent, en fait, qu'il y a 4 configurations différentes, principales. Et ces 4 configurations, vous les avez là. Alors, ce que vous voyez là, c'est l'ensemble de bins. C'est les bins. Donc, il y en a, vous pouvez calculer, hein, c'est 800 kilobases et les bins font 30 kilobases. Donc, voilà, il y a ce groupe-là. Et cette structure-là, ils appellent le groupe 1, est relativement différente du groupe 2, du groupe 3, du groupe 4. Mais il n'y a pas de groupe intermédiaire. Hein, c'est vraiment... Ça veut dire qu'en fait, quand on regarde en chromosome capture ce grand triangle que je vous ai montré, etc., eh bien, ça veut dire que c'est un mélange principalement de 4 structures différentes. Et ce qui est important, c'est que ces structures ne sont pas représentées de la même façon. Regardez en dessous. Vous avez pratiquement 75% des cas où cette structure est comme ça. Très condensée, 75% des cas. Ça veut dire, dans 75% des cellules, on trouve... Ah, attendez, là, vous pourriez me reprendre. Dans 75% des cellules, mais dans les cellules, il y a 2 allèles. Hein, donc, en plus, on double l'analyse, hein, parce qu'évidemment, il y a 75% des cas, on trouve... C'est important les 2 allèles parce qu'on peut avoir 2 configurations différentes. Donc, on ne peut pas dire dans 75% des cellules. Dans 75% des allèles, on trouve cette configuration. Cette configuration-là, le groupe 2, vous voyez que c'est 4%. Cette configuration-là, le groupe 4, vous voyez que c'est 1%.
Et cette configuration-là, le groupe 3, le jaune, c'est à peu près 18%. Alors ça, c'est fascinant parce que la question c'est, mais laquelle fonctionne de ces configurations? Dans laquelle de ces configurations le gène Sonic Hedgehog fonctionne-t-il finalement? Parce qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et les auteurs, en fait, c'est assez intéressant, je vais vous montrer ça avant que j'arrête dans une minute. Les auteurs utilisent une façon de présenter le cas qui est évidente, de dire la façon la plus représentée devrait être la façon qui fonctionne. Si on trouve ça dans 75% des cellules, quand on regarde des cellules positives, ben c'est ce qui fonctionne. Seulement voilà, dans ces structures différentes, ils sont maintenant capables d'aller voir où se trouve le bin du promoteur Sonic Hedgehog et où se trouve le bin de l'enhancer SB5, puisqu'on voit dans chaque cellule avec cette super résolution. Et ils s'aperçoivent que dans le groupe 1, ces deux bins sont éloignés par 162 nanomètres. Ce n'est pas énorme, mais enfin, c'est quand même une petite distance, hein, 162 nanomètres. Dans le groupe 2, vous voyez qu'il y a une distance de 452 nanomètres entre le promoteur Sonic Hedgehog et le premier enhancer et l'enhancer SB5. Dans le groupe 4, on a 415 nanomètres. Et regardez dans le groupe 3, on a 68 nanomètres. Donc intuitivement, on aurait tendance à se dire, bah, c'est le groupe 3. Ça veut dire la configuration chromosomique qu'on trouve, la topologie qu'on trouve dans le groupe 3, probablement c'est celle qui est productive, puisqu'on a ces deux bins qui sont très proches l'une de l'autre. Mais là encore, c'est une pure conclusion de notre esprit. Hein. Ce n'est pas absolument nécessaire que ce soit le cas. Et en fait, les auteurs... alors, là, dernière chose que je vais vous montrer, il se pose une question, des tas de questions qu'on n'a jamais pu résoudre en analysant d'une façon moléculaire, peuvent être résolues lorsque l'on utilise cette microscopie à haute résolution. Et, par exemple, ils se disent, mais dans le cas de la proximité entre ces deux enhancers, dans ce groupe 3, hein, est-ce que ces deux bins sont proches l'une de l'autre parce que tout le reste est proche l'un de l'autre et donc ça va apporter ces deux bins. Ou bien tout le reste est très loin, ça fait un loop et ces deux bins s'approchent. On peut le voir. Il suffit de regarder le bin qui est entre, le bin à côté, le bin à côté, le bin à côté et de voir s'ils sont proches ou ils sont loin. On peut reconstruire l'objet. Et ils s'aperçoivent en fait que c'est plutôt ça, que le contact entre le premier et le dernier bin, entre SB1 et SB5, ne nécessite pas des contacts intermédiaires. Donc on est probablement dans un système de loop. Mais ça, cette conclusion, vous l'avez déjà vue sur cette illustration des probabilités. Vous vous souvenez qu'il y avait deux points qui étaient très distincts en haut. Donc ça veut bien dire qu'en fait le reste n'est pas très, très contacté. Hein, donc on a une sorte de loop qui rapproche ces deux bins. Alors voilà, leur conclusion, c'est de dire qu'on a affaire à 4 configurations alléliques dans ces cellules, Asolocus Hedgehog. Alors on peut dire que c'est beaucoup. Moi j'ai plutôt été étonné par le petit nombre, mais attention, c'est fort probable qu'il y ait des tas d'autres configurations qu'on trouve à 0,5%, 0,1%. Je veux dire, on ne peut pas exclure. Là, on est vraiment dans des pourcentages qui sont relativement élevés, finalement. Leur idée, c'est que, voilà, le CTCF, les CTCF, en fait, la fonction de ces sites CTCF, dont je vous ai beaucoup parlé, c'est encore une fois de produire un scaffold, de produire un squelette de structure au sein duquel ces 4 configurations vont pouvoir jouer. Hein. Vous imaginez un truc un peu contraint, et à l'intérieur, vous avez 4 possibilités, et puis il y en a une, peut-être 2, peut-être 3, on ne sait rien.
qui sont productives, qui vont démarrer la transcription du gène Sonic Hedgehog. Alors après, une autre question qui vient se rajouter, et que je ne vais pas traiter évidemment, mais les auteurs estiment qu'une cellule dans laquelle on trouve de l'ARN de Sonic Hedgehog est une cellule qui transcrit Sonic Hedgehog, mais pas du tout. Une cellule qui contient de l'ARN Sonic Hedgehog, c'est une cellule qui a transcrit Sonic Hedgehog. Mais on ne peut pas dire qu'une cellule qui contient de l'ARN Sonic Hedgehog est en train de transcrire. Donc imaginez qu'on ait une configuration qui soit comme ça, la configuration 3, qui soit nécessaire pour la transcription. Cette configuration va transcrire. Une fois que l'ARN démarre, la polymérase et tout, ça se relâche. Mais l'ARN, il est là. On regarde dans une cellule qui a de l'ARN, on voit une configuration qui est de type 1 ou 4, on se dit, ben c'est bizarre parce que c'est transcrit, mais non, parce qu'on ne sait pas quand démarre la transcription. Alors on a des façons de le voir, hein, mais pour l'instant on ne peut pas lier ces façons de voir à cette microscopie à super résolution. Et je vais donc terminer en vous montrant cette petite phrase-là que je trouve passionnante. Il faut vraiment aller dans les détails quand on lit ces publications. On voit que les auteurs disent « We found that only 18% of allelic configuration ». Vous voyez, il y a seulement 18% des configurations qui ressemblent à un loop classique, etc. Ce seulement, pour moi, il est, je veux dire, on pourrait écrire un volume d'épistémologie sur ce thème seulement. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aurais tendance à dire de quoi se mêle-t-il finalement? Il y a 18%. Pourquoi seulement? Ça peut être énorme. Mais on voit dans cette formulation quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'en fait, finalement, toutes ces études, aussi compliquées qu'elles soient, elles sont faites par des gens qui ont des idées, qui ont des biais, et parfois qui, même après plusieurs relectures, les font apparaître. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui, et puis la semaine prochaine, on va terminer en parlant de deux choses qui me tiennent beaucoup à cœur. Premièrement, cette histoire d'enhanceropathie, de voir à quel point ces enhancers commencent à toucher les problèmes de syndrome, etc. Puis la deuxième chose, qui est une chose vraiment intéressante, c'est l'influence des éléments transposables. Donc cet énorme domaine qui est en train de démarrer sur l'importance des éléments transposables dans l'émergence de ces séquences de régulation. Voilà, je vous remercie beaucoup.